Et il reste encore une présentation, c'est la mienne. Je m'appelle Guillaume Léonard, je suis professeur à l'École de réadaptation à l'Université de Sherbrooke et chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement. Je m'intéresse à la douleur. La douleur, c'est mon dada, c'est ce qui me passionne dans la vie de tous les jours. Et lorsque je mentionne aux gens que je travaille sur la douleur, par exemple, lorsque je prends l'avion pour venir en France et que je mentionne aux gens que je travaille sur la douleur, ça donne toujours lieu à des discussions intéressantes. Pourquoi? Eh bien, parce que la douleur, c'est une expérience qui est universelle. On ressent tous et toutes, à un certain moment de notre vie, de la douleur. Ça peut être en travaillant. Vous avez ici une image de moi le week-end dernier, lorsque je tentais de faire quelques travaux à la maison. Et vous voyez que je suis beaucoup plus à l'aise derrière un clavier d'ordinateur qu'avec un marteau dans les mains. Donc oui, on peut ressentir de la douleur lorsqu'on travaille. Mais pas uniquement. On peut ressentir de la douleur aussi lors de nos périodes de loisirs. Comme par exemple pendant les vacances, lorsqu'on profite peut-être un peu trop rapidement, longuement du soleil, eh bien, ça peut nous donner des situations comme ça où là encore, on va ressentir de la douleur. Et on peut s'imaginer que la douleur, ce n'est pas une expérience qui est propre à l'être humain, que les autres êtres vivants ou que plusieurs autres êtres vivants ressentent aussi probablement ce que nous appelons la douleur. Évidemment, on ne peut pas leur demander, ils ne peuvent pas nous répondre verbalement, mais lorsqu'on regarde leur comportement, oui, on peut s'imaginer que plusieurs animaux ressentent aussi ce que nous appelons de la douleur. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se donne un coup de marteau comme ça sur le pouce et qu'on ressent de la douleur? Mais moi, j'avais en tête de vous faire un cours de neurophysiologie cet après-midi, mais là, on est pressé par le temps, c'est ce que je comprends, on va accélérer. Mais je devine votre déception derrière vos regards, alors faites-vous en pas, on aura d'autres occasions de parler de neurophysiologie. Peut-être rapidement, ce que je peux dire ici, simplement, c'est que le message nociceptif, parce qu'on parle uniquement de douleur lorsque le message atteint les centres supérieurs et que la personne nous dit verbalement, on nous rapporte de la douleur, mais avant ça, on va parler plutôt de nociception et de message nociceptif. Donc, ce message nociceptif va être acheminé le long de fibres nerveuses, faire une synapse au niveau de la moelle épinière et ensuite monter en passant par le thalamus et ensuite jusqu'au centre supérieur. On fait ça vite. Ce qui est à retenir peut-être, c'est que la douleur, c'est quelque chose quand même de bénéfique. C'est utile, la douleur. On aime souvent comparer la douleur à un système d'alarme. Si on se met la main sur un rond de poêle un peu chaud, c'est une bonne idée qu'il y ait un mécanisme pour nous dire « Guillaume, enlève ta main du rond de poêle chaud, tu es en train de te brûler, tu vas te faire mal. » là. Donc, la douleur, c'est pertinent, c'est utile et c'est même salutaire. Là où ça se complique, malheureusement, c'est que dans certains cas, tristement, les douleurs vont s'installer, vont perdurer dans le temps, vont devenir chroniques. Et à ce moment-là, la douleur n'a plus de rôle utile et même plusieurs personnes, cliniciens, chercheurs, experts, osent affirmer que la douleur, lorsqu'elle devient chronique, eh bien, c'est une maladie en soi qu'on doit traiter, qu'on doit prendre en charge. Les aînés, je le disais, je travaille comme chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement et vous devinez probablement que les aînés, eh bien, c'est une tranche de la population qui est particulièrement touchée par la douleur. Dans la population générale, on estime environ 20% les gens qui souffrent de douleurs chroniques, qui vivent avec une douleur chronique. Eh bien, ce pourcentage-là monte à 30% et même certaines études avancent 50% de pourcentage, donc de personnes aînées qui vivraient avec des douleurs persistantes. C'est énorme, presque une personne sur deux, pensez-y. Ce qui est préoccupant, c'est que non seulement les aînés, et je cite ici une étude de collègues de l'Université de Montréal et de l'Université McGill, donc non seulement les aînés sont-ils davantage touchés par la douleur chronique, mais la sévérité de la douleur est également plus importante chez eux. Ces collègues-là de l'Université de Montréal, l'Université McGill, avaient regardé les gens qui étaient en attente de traitement dans les cliniques de la douleur et avaient montré que les personnes de plus de 60 ans avaient 2 fois plus de chances de rapporter des douleurs sévères comparativement aux personnes plus jeunes. C'est préoccupant. Lorsqu'on regarde les interventions qui sont efficaces
pour réduire, pour prendre en charge la douleur, bien, vous vous en doutez à la lumière des discussions qu'on a eues tout l'après-midi. Les exercices, c'est une clé importante. C'est une des pierres angulaires, je dirais, de la prise en charge des douleurs chroniques. Mais ça amène certains défis, parce que souvent, même les gens qui viennent nous voir disent « Guillaume, je le sais que c'est important de bouger, que les exercices, c'est bon pour moi. » Mais c'est pas facile pour moi de bouger. Avant, je voulais vous présenter rapidement quelques données. Je passe vite, là, mais il y a des tonnes et des tonnes de méta-analyses, de revues et tous les exercices, c'est utile. Donc là-dessus, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je tente de faire vite. Mais je le disais, donc, les personnes aînées nous disent « Oui, Guillaume, je le sais que c'est bon pour moi de bouger, mais c'est pas facile. Quand je recommence à bouger, ça fait mal. J'ai des douleurs pendant les exercices, j'ai des douleurs après. Alors, quoi faire? Que peut-on faire pour essayer d'aider les gens comme ça qui veulent se réactiver, recommencer à bouger et faire des exercices? Professeur Henretin mentionnait tout à l'heure l'utilisation d'approches analgésiques pharmacologiques qui peuvent aider à soulager la douleur pour favoriser l'exercice. C'est vrai, c'est utile. Mais peut-être qu'on pourrait aussi utiliser des approches non pharmacologiques pour soulager la douleur pendant et après les exercices. Et ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, parce que je suis pas assez vite en neurophysiologie de la douleur, mais bon, effectivement, les cellules du système nerveux sont importantes pour transmettre le message nociceptif, mais elles sont aussi importantes pour moduler le message nociceptif. La douleur, le message nociceptif, ne voyage pas de façon linéaire jusqu'au cerveau. À plusieurs endroits du système nerveux, il y a des mécanismes qui peuvent augmenter ou diminuer la transmission du message et ultimement augmenter et diminuer la perception de douleur. Ces systèmes de modulation, j'aime bien les comparer à un gradateur. Par chez nous, on dit un dimmer. Vous dites un variateur, je crois, en France. Vous savez, le petit appareil qu'on utilise pour mettre une petite ambiance chouette avec des chandelles lors d'une soirée avec notre conjoint, notre conjointe, pour tamiser la lumière. Eh bien, c'est un peu ce genre d'appareil-là, si on fait une analogie, qui se retrouve à différents endroits de notre système nerveux, qui peuvent augmenter ou diminuer la transmission du message nociceptif et ultimement la perception de douleur. Ça, c'est bien. Et vous voyez ces systèmes de modulation-là, on peut les représenter à 3 niveaux. D'abord en bleu, le niveau 1, au niveau de la moelle épinière. Ensuite en vert, au niveau du tronc cérébral. Et enfin, le 3e et dernier niveau en rouge, ce sont les centres supérieurs. Ce qui peut être intéressant peut-être avec des approches non pharmacologiques, c'est de tenter de venir activer ces mécanismes de freinage à travers ce qu'on peut appeler la neuromodulation. Le premier niveau, on le disait, c'est la moelle épinière. Et il existe des approches pour venir stimuler les fibres périphériques pour bloquer le message de douleur. Parmi ces approches-là, l'idée, c'est qu'on va venir stimuler les grosses fibres myélinisées qui vont venir activer l'interneurone en bleu, le petit interneurone au niveau de la moelle, et venir bloquer le message de douleur. C'est la fameuse théorie de Melzack et Wall qui a été élaborée, développée dans les années 1960. Je le précise, un peu de chauvinisme quand même à Montréal, au Canada. C'est chez nous que ça s'est passé, cette théorie-là. Donc voilà, donc le TENS peut comme ça venir stimuler les grosses fibres myélinisées et bloquer le message de douleur. On peut utiliser le TENS pour soulager une foule de conditions douloureuses, que ce soit la lombalgie, la cervicalgie, des blessures sportives comme au niveau du genou, vous le voyez ici, des douleurs arthritiques. On parlait de douleurs arthritiques, l'arthrose tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a même des gants et des bas spéciaux qui ont été conçus expressément pour stimuler la main et le pied arthritique. Et même lors de l'accouchement, on peut utiliser le TENS pour soulager les douleurs lors de l'accouchement. Mon épouse, qui est d'ailleurs comme moi kinésithérapeute, physiothérapeute, a utilisé son TENS lorsqu'elle a donné naissance à nos 2 belles petites filles. Et ce qu'elle me disait, c'est que le TENS a évidemment pas enlevé complètement ses douleurs, mais ça lui a permis de diminuer ses douleurs, de mieux tolérer ses douleurs et par le fait même de mieux tolérer son mari qui était à côté d'elle. C'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont été faites, publiées pour documenter l'efficacité de la neurostimulation périphérique du TENS. Et lorsqu'on regarde ça, malheureusement, très peu ont cherché à combiner le TENS pendant les exercices. Ça se compte sur une main ou à peu près.
Donc, à la lumière de ces connaissances-là, avec un groupe d'étudiants en réadaptation que vous voyez ici, Simon Vaillancourt et toute une série d'étudiants, et Alexia Coulombe-Lévesque, qui termine son doctorat présentement avec moi, on a mené une étude où on a combiné le TENS à un programme d'exercice qui était fait à quelques reprises pendant la semaine, pendant plusieurs semaines, chez des personnes qui souffraient de douleurs et qui demeuraient dans des CHSLD, qu'on dit chez nous, mais chez vous, ce sont des EHPAD, donc en résidence pour personnes âgées. Et on faisait ce programme d'exercice, la moitié recevait un TENS réel et l'autre moitié recevait un TENS placebo. Vous l'aurez deviné, c'était randomisé à double insu, donc personne n'était au courant. Et nous, ce qu'on regardait, c'est est-ce que l'ajout de TENS réel, actif, va permettre de diminuer les douleurs pendant et après les exercices. Mais la réponse, vous l'avez ici, hein, je fais ça court, là, mais c'est oui. Le TENS a permis de diminuer de façon marquée les douleurs pendant et après les exercices, les séances d'exercice. Ça peut être particulièrement intéressant, ça reste à confirmer, mais notre idée derrière ça, c'est que si la personne a moins de douleurs pendant et après les séances, peut-être que ça va être plus facile de faire son programme d'exercice, peut-être que l'adhésion va être augmentée, la peur de bouger. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on a ici en combinant le TENS pendant les exercices. Ça a été confirmé, ces résultats-là, ou reproduits, on pourrait dire, chez une autre population, des dames âgées qui souffraient de fibromyalgie. C'est mon étudiante ici à la maîtrise, Mathilde Ruel, qui vient de terminer. On vient de soumettre le papier dans la revue Pain, on se croise les doigts que ça passe, et elle s'est intéressée toujours à l'utilité du TENS pour diminuer les douleurs associées aux exercices, mais dans un contexte d'exercice de renforcement des quadriceps bien précis. Les gens venaient au laboratoire à une seule reprise, cette fois-ci, et on faisait un leg press, comme on dit par chez nous au Québec. Donc, on venait renforcer les muscles des quadriceps. On faisait une série d'exercices comme ça. Normalement, c'est associé à une augmentation de douleur, notamment chez les personnes qui souffrent de fibromyalgie. Et on y est allé encore une fois avec deux groupes, deux bras parallèles, randomisés à double insu. Un groupe faisait les exercices avec un TENS réel et l'autre avec un TENS placebo. Le TENS était appliqué pendant les exercices. On prenait différentes mesures avant, pendant et après. Je vous épargne le détail, toujours dans un souci de raccourcir le temps. Vous avez les résultats. Encore une fois, je fais court, là, mais essentiellement, la réponse est oui. Le TENS a permis de diminuer de manière importante, de manière significative, à la fois statistiquement et cliniquement significative, les douleurs pendant et après la séance d'exercice. Et ça se démarquait du TENS placebo. Donc, encore une fois, il y a quelque chose d'intéressant ici. Je termine avec cette dernière étude qui est en cours, qui se termine sous peu, qui est menée par un de mes étudiants au doctorat en co-tutelle avec un collègue ici à l'UPJV en France, est en cours de route, se termine bientôt. En attendant, je vous invite, je vous le disais, Adrien est ici, il a une affiche ou un poster, comme on dit en France. Donc, n'hésitez pas à aller voir son poster où il rapporte les résultats d'une revue de la portée, justement en regardant l'effet combiné du TENS et des exercices. C'est juste de l'autre côté, si j'ai bien compris. Ça, c'est bien pour le niveau spinal, mais on peut aussi stimuler d'autres régions du système nerveux, notamment le tronc cérébral, oui, le deuxième niveau. Comment on fait ça? Avez-vous une idée? Pas simple, hein? Comment on va chercher le tronc cérébral? Eh bien, en ciblant les nerfs crâniens. Les nerfs crâniens vont aller directement, leurs premières synapses vont se faire au niveau du tronc cérébral. Et l'idée, vous avez le stimulateur ici en haut à gauche qui a été développé par notre équipe d'ingénieurs avec une petite languette où il y a des petites électrodes qui sont mises au bout. Et ça, on vient mettre ça au niveau de la langue. Et en stimulant la langue comme ça, on vient stimuler, activer certains nerfs crâniens, notamment le nerf facial, le nerf trijumeau et le nerf glossopharyngien. Notre hypothèse, c'est qu'en stimulant ces afférences, on va venir activer certains mécanismes au niveau du tronc cérébral. Vous voyez ici ma collègue Marie-Hélène Milot, professeure Marie-Hélène Milot. Elle s'intéresse beaucoup à la réadaptation motrice chez les gens qui ont fait un AVC. Alors, on a combiné nos efforts. Elle s'intéressait à la motricité, moi à la douleur. Moi, je trouve que la douleur, c'est toujours plus intéressant, mais elle regardait le côté motricité et elle regardait ce qu'on est capable de potentialiser la réadaptation chez les gens en combinant exercice et stimulation non invasive des nerfs crâniens.
Vous avez ici les premiers résultats, c'est avec notre étudiante à la maîtrise qui est maintenant au doctorat, Maureen Ayatsi, qui ici dans une première publication, on a montré que oui, effectivement, lorsqu'on combinait la neurostimulation des nerfs crâniens avec un entraînement en force, on voyait des bienfaits à plusieurs niveaux, au niveau de la fonction, qu'on a mesuré avec le Fugl-Meyer, avec le Motor Activity Log, avec l'échelle de Wolf. Donc, vous voyez plusieurs bienfaits, mais je vous mets en garde ici, il faut faire attention, il y a un seul groupe. C'est une étude de faisabilité, une étude pilote. Donc, est-ce que c'est l'effet de la neurostime ou l'effet des exercices? C'était des AVC en phase chronique, donc souvent, il y a moins de récupération spontanée à ce niveau-là. Mais voilà, on est en train de mener une deuxième étude de plus grande envergure chez un grand nombre de participants à double insu avec placebo cette fois-ci, où là, on va pouvoir vous dire la réponse finale. On avait aussi regardé l'effet, je vous le disais, de la neurostimulation sur la douleur. Et là, malheureusement, les résultats ne sont pas si convaincants. La neurostimulation des nerfs crâniens seuls ne semble pas avoir un impact bénéfique sur la douleur, du moins chez la population qu'on a testée. Et c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir cette fois-ci à un autre projet de recherche où on tente de combiner la neurostimulation des nerfs crâniens avec la réalité virtuelle. Je passe vite encore une fois, on manque de temps, là, mais on a des bonnes raisons neurophysiologiques de croire que la combinaison des deux peut être une très belle approche. Et ça, c'est un projet qui débute, qui est mené encore par Maureen Ayatsi, avec Nicolas Dehors, qui est lui aussi dans la salle à quelque part. Il a également une affiche. Alors, je fais court, si vous avez des questions sur cette idée d'utiliser la combinaison de la neuromodulation des nerfs crâniens et de la réalité virtuelle, allez le voir, ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions. Le dernier niveau, il y en a un dernier, vous me suivez? Le dernier niveau, c'est en rouge, en haut. Est-ce qu'on peut utiliser des approches non invasives de neuromodulation pour stimuler le cerveau et tenter de réduire la douleur? La réponse est oui, puis depuis un certain nombre d'années quand même. Ça, je vous montre des premiers prototypes. Voici à quoi ça ressemblait. Je vous rassure, heureusement, les choses ont évolué depuis. Ça ne ressemble pas tout à fait à ça. Voici plutôt à quoi ressemblent nos appareils de stimulation transcrânienne. Vous avez un exemple ici d'un appareil de stimulation transcrânienne à courant continu. En anglais, on dit TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation. Donc, c'est un appareil qui nous permet, simplement en appliquant les électrodes sur le cuir chevelu, on n'a même pas besoin de raser, on met les électrodes simplement sur le cuir chevelu, on peut venir stimuler certaines régions pour tenter de moduler l'excitabilité du cerveau et, dans mon cas, vous l'aurez deviné, tenter de réduire la douleur. Quelques publications faites par notre équipe, notamment par Marie-Philippe Harvey, qui a fait sa maîtrise et son doctorat avec moi, qui est professionnelle de recherche maintenant dans l'équipe. Marie-Philippe a travaillé beaucoup sur ces questions-là. Et je fais court rapidement à quoi ça ressemble un protocole. On applique, c'est une session quotidienne de 20 minutes de stimulation sur 5 journées consécutives. On applique 2 mA, on cible le cortex moteur primaire. Donc, dans un cas, on a une stimulation réelle et dans un cas, une stimulation placebo, simulée. Ça fonctionne très bien. On peut être à double insu, randomiser les trucs et on est content. Voici les résultats qu'obtient Marie-Philippe. Vous avez sur l'axe des Y le pourcentage de réduction de douleur. Plus c'est élevé, plus le pourcentage de réduction est important. Et vous voyez en noir ceux qui ont reçu la TDCS réelle et en gris ceux qui ont reçu la TDCS simulée, placebo. Et on voit clairement que la TDCS réelle se démarque de la TDCS placebo. Alors, des résultats intéressants. On s'approche du 30% de réduction de douleur. Je précise ici que dans nos études, ce sont des personnes aînées qui sont aux prises avec des douleurs chroniques depuis 5, 10, 15, 20 ans, qui souvent ont tenté différentes options avec plus ou moins de succès, et de réussir à diminuer la douleur de 30% chez eux, on était plutôt contents. On a vu des bienfaits aussi à plusieurs autres niveaux, au niveau de l'humeur qu'on a mesuré avec le bec, l'anxiété également, au niveau de la fonction physique. Encore une fois, c'est des résultats positifs qui dépassent uniquement la simple diminution de l'intensité de la douleur, mais il y a des effets bénéfiques à plein de niveaux. Lorsque Marie-Philippe a mené ses études, les participants, je vous le disais, c'est à double insu. Il y a toujours une espèce de « Ah, est-ce que je vais le savoir un jour si j'étais dans le groupe réel ou dans le groupe placebo? » Et Marie-Philippe s'était engagée à dire effectivement, lorsque l'étude sera terminée et qu'on aura terminé tous les participants, je m'engage à vous rappeler pour vous dire si vous étiez dans le groupe expérimental ou dans le groupe placebo. Et ce que Marie-Philippe me disait, c'est que la majorité des gens, la grande majorité des gens
qu'elle rappelait des mois plus tard. On s'entend, l'étude, ça a pris un certain temps. Elle les rappelait des mois plus tard et les gens disaient, « Sais-tu quoi, Marie-Philippe? J'ai encore moins de douleur. » L'effet perdure 5, 6, 7, 8 mois plus tard. On était quand même surpris de ça. On croyait quand même au potentiel de la TDCS chez nos patients, mais d'avoir des effets qui durent pendant si longtemps, je le répète, chez des gens qui ont des douleurs chroniques depuis plusieurs années, on était surpris. Mais le plus intéressant s'en vient, parce que Marie-Philippe, ce qu'elle me disait, c'est « Guillaume, les gens me disent, comme j'ai moins de douleur, mais j'ai recommencé à aller marcher. J'ai recommencé à faire ma petite promenade autour du lac des Nations. J'ai recommencé à faire du vélo, à aller faire mes courses à pied. » Et notre hypothèse, ça demeure une hypothèse, mais notre hypothèse, c'est que l'effet qui perdure sur le long terme, c'est parce que les gens ont recommencé à bouger, ont recommencé à marcher. C'est vraiment probablement cet effet-là qui explique les résultats bénéfiques qu'on observe sur le long terme. Mais voilà, c'est pas ça. La TDCS, c'est une espèce de façon de venir diminuer temporairement la douleur, mais si la personne retourne s'asseoir derrière dans son fauteuil à regarder la télé, on passe peut-être à côté d'une belle opportunité. Je ne sais pas si vous l'avez, puis pour ajouter à ça, je ne sais pas si vous l'avez noté tout à l'heure, quelle région on cible lors de notre stimulation avec la TDCS? Je l'ai dit vite, hein? C'est le cortex moteur. C'est la partie en rouge qu'on cible avec nos électrodes. Un peu étrange parce que je passais vite sur mon cours de neurophysiologie, mais si j'avais eu un peu plus de temps, je vous aurais dit que normalement, c'est plutôt le cortex somatosensoriel, en bleu, qui est impliqué dans la perception de la douleur. Et là, pourtant, au début, lorsqu'on a tenté d'utiliser la stimulation transcrânienne, quelle région on ciblait? Vous l'aurez deviné, la région en bleu, le cortex somatosensoriel, et les résultats étaient plus ou moins concluants. Et c'est vraiment qu'on a déplacé les électrodes vers l'avant, au niveau du gyrus précentral, la partie en rouge, qu'on a commencé à avoir des effets bénéfiques. Pourquoi? Bien, il y a des études, notamment des chercheurs français, j'ai en tête Luis Garcia-Larrea, qui est dans la région de Lyon et tout. Ces gens-là ont montré que l'effet de la TDCS s'explique par des projections cortico-thalamiques et cortico-spinales qui partent du cortex moteur et qui redescendent au niveau des structures plus profondes. Le cortex moteur est donc une formidable porte d'entrée pour aller rejoindre les structures plus profondes et c'est probablement pour ça que c'est en ciblant le cortex moteur qu'on a nos plus beaux résultats. Mais pourquoi je vous explique tout ça? Bien, en fait, lorsque vous faites bouger les gens, lorsque vous leur donnez un programme d'exercice, qu'est-ce qui se passe? La personne, on pourrait dire, active de façon naturelle, de façon endogène, son cortex moteur, ses projections corticothalamiques, ses projections corticospinales, et probablement que ça explique en partie pourquoi l'exercice est si bénéfique pour les gens qui souffrent de douleur. Je le précise parce que souvent on a une vision un peu simple, et j'ose dire simpliste des exercices. Quelqu'un a mal au dos, on lui donne des exercices au niveau des abdominaux, on va renforcer ses abdominaux, ses muscles en étant plus forts, son dos va être plus stable, et voilà, la personne va avoir moins mal. C'est vrai, je ne suis pas en train de dire que c'est pas vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des effets neurophysiologiques au fait de bouger, au fait d'activer de façon naturelle et endogène son cortex moteur, ça crée des bienfaits pour la douleur. À garder en tête lorsque vous prescrivez des exercices à vos patients. Mais on est resté jusqu'à maintenant très biologique. Vous dites probablement, « Ouais, Guillaume, tu ne lâches pas de nous parler de neurophysiologie tout à l'heure, mais il y a le reste qui est important. » Effectivement, le reste est important aussi. Il faut parler du modèle biopsychosocial, mais dans les quelques minutes qui me restent, je fais ça court. Peut-être simplement pour vous dire, un programme d'exercice, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre un programme d'exercice qui est fait par le patient, seul, dans son petit appartement ou dans son sous-sol, comparativement à un programme d'exercice qui est fait dans un contexte comme ça, où là, on ajoute un effet en faisant ça à l'extérieur, avec un groupe de personnes, avec des amis, avec un entraîneur, il y a un effet psycho et un effet social à notre intervention. Donc, gardez ça en tête. Faites en sorte que l'exercice devienne utile, plaisant, qu'il puisse être fait avec d'autres personnes, où là, on peut bénéficier des effets et des bienfaits psychologiques et sociaux associés aux exercices. Puis vous voyez l'image, hein? C'est quand même joli faire un exercice comme ça dans un parc, en nature. Je termine ma présentation là-dessus, peut-être en disant qu'on devrait parler de modèle éco, bio, psycho, social, et que l'environnement, la nature, apporte plein de bienfaits. La nature qui est une intervention non pharmacologique, non médicamenteuse, quand on y pense,
Et je vous dirais là-dessus qu'il y a un nombre croissant d'études qui montrent les bienfaits de la nature sur une foule de symptômes. Ici, c'est une revue de la portée, une scoping review qu'on a publiée tout récemment avec une de mes étudiantes à l'Université du Québec à Chicoutimi, Émilie Fortin. On a pu documenter des impacts positifs sur la douleur, sur la fonction physique, sur l'humeur, le bien-être, la qualité de vie. Et ces effets-là, ce n'est pas de la magie. Ils s'accompagnent d'effets physiologiques bien réels qu'on peut documenter, qu'on peut mesurer. Un impact positif sur le système nerveux autonome, sur la réponse immunitaire, une diminution des cytokines pro-inflammatoires. Toutes ces choses-là sont documentées par de l'exposition à la nature qui joue un rôle bénéfique à plusieurs niveaux. À tel point que par chez nous, il y a une vague présentement qui court qui s'appelle Prescrit Nature, où le professionnel de la santé, vous pouvez aller sur le site web prescrinature.ca, le professionnel de la santé, le médecin, le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, le psychologue, prescrit sur un bloc de prescription un 20 minutes de nature à ses patients à chaque jour pour dire quelque chose. Parce que si on fait simplement dire à la personne « Ah, c'est bon nature, vous savez, ah ouais, c'est bien », mais là, on lui donne une prescription. On dit, dans la prescription, votre objectif, c'est d'aller passer 20 minutes chaque jour en nature, et on a montré des effets très bénéfiques avec ce genre d'initiative. En guise de conclusion, j'ai été pas si mal, je crois, ouais. Les interventions non médicamenteuses sont des approches efficaces pour soulager la douleur. Les exercices jouent un rôle central dans la prise en charge de la douleur et parmi toutes ces approches non médicamenteuses. Ça peut être intéressant à certains moments pour certains patients d'ajouter des approches de neurostimulation pour venir faciliter les exercices, potentialiser les effets. Et je terminerai en disant qu'il y a toujours l'idée de l'analgésie multimodale. L'idée, ce n'est pas d'opposer les approches médicamenteuses aux approches non médicamenteuses, professeur Cochal le disait ce matin, mais vraiment de combiner tout ça. Et c'est lorsqu'on combine les approches médicamenteuses et non médicamenteuses, les études le montrent, on maximise le soulagement de la douleur. Et souvent, en ajoutant du non médicamenteux, ça permet de réduire la quantité de médicaments que prend le patient et, ce faisant, réduire les effets indésirables qui sont associés. Alors, je termine là-dessus en vous remerciant. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Je tiens à remercier mon équipe de recherche, mes étudiants, mes étudiantes, qui sont extraordinaires. On bouge, nous aussi. On le disait que c'est bien de bouger, c'est bon pour la santé. Bien, vous voyez qu'on a des opportunités, nous aussi, de bouger. On fait du curling qui est typiquement canadien, du rafting et tout. Donc voilà, l'exercice, c'est pour tout le monde, c'est pour nos patients, mais c'est pour nous également. Je vous laisse là-dessus aller profiter de votre pause café.